Salut à tous, c'est Ney pour la virgule, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la trêve. Oui, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais j'avais envie de parler d'une équipe qui me tient à cœur, qui me faisait beaucoup réfléchir ces derniers jours. C'est, vous l'avez vu, le Bayern de Munich. Attention aux conséquences. Pour moi, le Bayern de Munich doit faire attention à des conséquences multiples, déjà, de ce mercato. Un mercato qui, pour moi, à mon sens, est raté. On va le voir, on va le détailler. Et plus largement, d'une institution, d'un club de moins en moins bien géré, qui, alors peut-être qu'à la fin de la saison, fera un triplé Coupe Championnat, et je me tairai. Mais en tout cas, en l'état, début septembre, j'ai des doutes, j'ai beaucoup de doutes, beaucoup de questions autour de ce Bayern de Munich, de Vincent Kompany, ce Bayern de Munich de Luis Diaz, arrivé fraîchement cet été, d'Harry Kane, de pas mal de très bons joueurs, mais un effectif extrêmement incomplet, avec, dans un premier temps, un mercato raté. Euh, on le voit, hein, ils ont fait quand même 4 arrivées, dont une gratuitement, Jonathan Tah, 2 millions, ils l'ont payé, je crois, juste un petit montant pour qu'il participe à la Coupe du Monde des clubs. Jonathan Tah dont on va reparler, parce que pour le moment, bah, c'est pas glorieux même du tout, Jonathan Tah. Tom Bischoff, le jeune milieu allemand d'Offenheim. Bon, alors je connais pas grand chose sur le joueur, mais de ce que j'ai vu et de ce qu'on sait, c'est un gros prospect. Maintenant, pour le moment, il joue très peu. Il n'a pas été prêté, il est toujours là. À voir ce que ça donne pour Tom Bischoff. Nicolas Jackson, ça a échappé à personne. C'était un peu la saga de la fin du mercato. 16 millions, 16 millions 50 le montant du prêt, plus une indemnité, un prêt avec obligation d'achat, je crois, donc à 80 ou 70 millions, bref, un package total qui pourrait monter jusqu'à 90 pour Nicolas Jackson, qui n'est vraiment pas un mauvais joueur, je pense. Il a des qualités, c'est même sûr, s'il y a autant d'argent qui est écoulé sur ce mec, que autant de clubs, entre guillemets, le voulaient cet été. Il y avait pas mal de clubs anglais notamment. Bon, voilà, c'est qu'il a des qualités certaines. Maintenant, bon, 90 millions pour un joueur en échec du côté de Chelsea, et c'est pas le temps de jeu qu'il a mis en échec, mais c'est ses performances tout court. Euh, bon, ça interroge, et on va se poser aussi la question de cette direction. Où est-ce qu'on va avec Nicolas Jackson? On va en parler parce que sur cet effectif, avant évidemment de parler de Luis Diaz, 70 millions, sur cet effectif, prendre un joueur comme Nicolas Jackson à donc potentiellement 90 millions à la fin, c'est même pas potentiellement, c'est sûr parce que c'est une obligation d'achat, donc rien ne va empêcher le Bayern de l'acheter définitivement en juin prochain. C'est quoi l'avenir de Jackson? Qu'est-ce que tu veux en faire? Alors j'ai vu pas mal de choses tourner sur potentiellement jouer ailier gauche, derrière donc Luis Diaz. Pour moi, c'est pas du tout son poste. Et au-delà du fait que ça soit pas son poste, mettre autant d'argent sur une doublure qui, en fait, le poste de base de prédilection du joueur, c'est pas ce poste-là pour lequel il est là pour être doublure, mais c'est numéro 9, bah, ça n'a pas beaucoup de sens. Autant mettre cet argent sur un autre ailier et concurrencer Luis Diaz à 28 ans, potentiellement aller prendre un ailier un peu plus jeune pour avoir cette balance équilibre jeunesse. Bon, je sais pas vraiment c'est quoi le plan derrière Nicolas Jackson, je sais pas vraiment c'est quoi l'objectif derrière mettre autant d'argent sur un attaquant qui surtout serait en l'état derrière Harry Kane, 32 ans. Ouais, ok, il a 32 ans, mais ça reste Harry Kane, ça reste un très gros joueur. Euh, il a montré depuis son arrivée au Bayern que il a pas eu le temps, il a pas eu besoin de temps d'adaptation ou quoi. C'est un top joueur, ça reste un top numéro 9 qui laissera très 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 peu de minutes derrière lui pour un attaquant. Donc Nicolas Jackson, j'avoue ne pas vraiment comprendre. Luis Diaz aussi, on peut en parler parce que 70 millions en l'état, le joueur brut est une très bonne prise. Mais 28 ans, 70 millions. Quand on compare avec le marché, bien sûr qu'aujourd'hui, un joueur de son calibre, de sa qualité, coûte cher. Mais il rentre sur ses 29 ans. Il a signé, je crois, 4 ou 5 ans. Donc ça veut dire qu'il aura 33 ans, 34 ans. Il ira sur ses 34 ans. À la fin à la fin de son contrat, 70 millions. Quelle plus-value tu feras? Comment tu le revendras? Déjà, tu es quasi sûr à 95% de ne pas gagner de l'argent sur Luis Diaz. Quand je regarde le marché des ailiers,
surtout à ce poste-là très hype où tu peux très très vite faire gonfler les prix, on le voit à droite. Matistel revendu 35 millions alors qu'il a starté peut-être moins de 10 matchs en un an et demi. Donc c'est possible de bien vendre des ailiers, même Kingsley Coman 25 millions qui n'était à peine un joueur de foot, Paul Vanner aussi milieu offensif, ailier 15 millions alors que on n'a jamais vraiment vu Paul Vanner. C'est dire, tu peux créer une vraie valeur. Le Bayern n'est pas un club tremplin, mais le Bayern doit faire attention à ses finances et mettre autant d'argent sur Luis Diaz et Nicolas Jackson. Je ne sais pas si c'est sur ces deux joueurs-là, tu récupéreras la moitié de donc 90 plus 70, 160 millions. Je ne sais pas si tu récupéreras en tout 80 millions en revendant et Nicolas Jackson et Luis Diaz dans X années. Je sais pas. Donc, moi, ce deal m'intrigue. Après, bon, il faut pas être mauvaise langue non plus. Prendre Luis Diaz de Liverpool, c'est un gros move. L'effectif même en soi est plutôt cohérent. J'ai un problème aussi avec Moussiala, blessé. C'est pour le moment Gnabry qui évolue derrière lui en numéro 10. Bon, il y a évidemment ce monstre, à 23 ans seulement, Michael Olise. Lui, ça doit être un joueur qui doit être là pour les 10 prochaines années, obligatoire. Et si un jour il le laisse partir, peu importe où, ça serait un échec. Et on va en parler, mais sur ce secteur aussi défensif, ouais, ça fait pas rêver, ça fait pas rêver du tout. Alphonso Davies, toujours blessé. Je crois retour début octobre, mi-octobre. Bon, en tout cas, il a plus joué au foot depuis je ne sais combien de temps. Et ok, il a que 24 ans, mais pour le moment, c'est très dur. Rafael Guerreiro, pas un mauvais joueur, mais 31 ans. Jonathan Tah, on va en parler, mais il fait pas des bons débuts. Ito, pareil, c'était pas une mauvaise prise quand ils le prennent l'année dernière, mais il a pas joué, je pense, 10 matchs en tout. Depuis qu'il est là, blessure sur blessure, le pauvre. Upamecano, très bon joueur, même si mauvais début de saison, on va en parler aussi. Kim Min-jae, très compliqué sur ces derniers mois aussi. Le côté droit peut être pas mal. Après, Konrad Laimer, c'est pour moi pas son poste et c'est un peu un contre-emploi. Mais c'est son activité, c'est son volume, c'est un peu ces joueurs-là qui courent beaucoup à la Zaïre Emery, qui peuvent très bien jouer latéral droit et très bien dépanner. Et derrière Stanisic et Boé, bon, c'est pas des mauvais joueurs, mais encore une fois, on peut espérer plus. Mais le vrai problème, c'est la fuite des talents. Le Bayern Munich a toujours été ce club allemand très extrêmement attractif, très très attractif, qui prenait tous les grands talents de Bundesliga et même ailleurs. Leon Goretzka, Benjamin Pavard, Mario Götze, c'était une usine. Quand on savait qu'un joueur explosait en Allemagne, on savait qu'il allait atterrir au Bayern. Ça coulait de source, Leroy Sané, même s'il a eu le temps de passer au, à City. Oui, c'était une usine, littéralement. Et voir ces deux noms-là, mais pas que, voir ces deux noms-là fuir en première ligue, Xavi Simons aussi, et même au-delà de la Bundesliga, Désiré Doué l'année dernière, qui choisit le Paris Saint-Germain plutôt que le Bayern. Nico Williams, pardon. Cet été qui choisit de rester, ou en tout cas qui choisit largement le Barça, ou même ailleurs en première ligue peut-être, mais sûrement pas le Bayern. L'offre était là et je pense que l'Athletic a dans l'absolu accepté l'offre. C'est Nico qui a refusé le Bayern. Plein de joueurs comme ça, hyper talentueux, hyper forts, qui normalement ne réfléchissent même pas à deux fois et signent au Bayern en fait. Qui là ne le font plus. Et ça pose une question, une véritable question sur l'attractivité du Bayern Munich. Est-ce que le Bayern Munich est encore cette superpuissance, ce mastodonte, ce club-là qui fait rêver, qui écrase tout le monde, qui donne envie à tous les jeunes joueurs, même pas forcément jeunes, mais tous les joueurs d'Europe de venir y jouer, de venir y gagner des titres. C'est même plus sûr parce que Harry Kane fait sa première saison au Bayern pour gagner des titres, entre guillemets, et se le fait prendre par un Leverkusen immense avec un Bayern extrêmement faible. Question d'une fin de cycle, peut-être. Question d'une direction aussi qui bosse de moins en moins bien, comme je l'ai dit en début de vidéo. Là, on le voit, le tweet date du 23 janvier 2025 et c'est toujours autant d'actualité et ça n'a jamais été autant d'actualité d'ailleurs.
cet été, mais euh, plusieurs sources disent qu'en gros, Max Eberl, qu'on voit donc à gauche, et Christoph Freund, qu'on voit à droite, être en grand désaccord sur le mercato. Et là encore, c'était cet hiver, pardon, être en désaccord sur des recrues. Max Eberl en l'occurrence. Euh, non, Freund, pardon, voulait un attaquant supplémentaire, là où Max Eberl en voulait pas forcément un. Bon, l'avenir dira qu'il y avait besoin d'un attaquant, puisqu'on connaît la deuxième partie de saison du Bayern, qui honnêtement aurait pu et aurait mérité de passer contre l'Inter en quart de finale de Ligue des Champions, mais malheureusement, et Moussiala, et je crois Gnabry à cette époque, et Pavlovic, et un tel étaient blessés, ce qui donnait une équipe absolument décimée, Alphonso Davies, plein d'autres, bref. Il y aurait clairement eu besoin de quelques renforts, au moins un ou deux sur une ligne, et sur une autre, peut-être en défense, peut-être au milieu. Il n'est pas venu, pardon, ce renfort, il est venu cet été, mais c'était trop tard, et on l'a vu, c'était un peu trop faible pour battre l'Inter. La direction bosse de moins en moins bien parce que bah, ces deux hommes-là sont tous les deux directeurs sportifs. L'un est, je crois, Max Eberl, directeur général du sport au Bayern. L'autre, Freund, est directeur sportif, tout court. Donc une cohabitation entre deux visions qui ont l'air relativement différentes, qui, pour le moment, fonctionne très mal. Parce qu'on voit, en fait, l'un veut un joueur, un autre veut l'autre. Cet été, c'était le cas entre Nick Voltema 2 et Xavi Simons. Il y avait aussi Christopher Nkunku, qui a au final choisi l'AC Milan. C'est fort, ça, comme move, de refuser le Bayern, lui qui a tout explosé en Allemagne, qui aurait pu faire un choix hyper évident, là où en plus Jamal Musiala a été blessé, etc. Il choisit Milan, il choisit tout, sauf le Bayern. Et il y avait ce désaccord-là entre Eberl et Freund, où Eberl, je pense, je crois, de souvenir, Eberl voulait Voltema 2, là où Freund préférait un numéro 10 pour doubler un Musiala qui sera absent vraisemblablement jusqu'à novembre-décembre et qui devrait rater 90% de la campagne de Ligue des Champions, de la phase de poule. Il y a des désaccords à ce niveau qui donnent aussi une grille salariale incohérente, totalement incohérente. 21 millions Manuel Neuer, 20 millions Kimmich, 18 millions Moussiala, 18 millions Gnabry, 15 millions Davis, 14 millions Luis Diaz. Bon, c'est un transfert à 70 millions, etc. Mais je crois qu'il touchait 3 ou 4 à Liverpool. Il fait plus 10 sur son salaire. Donc c'est ça maintenant que tu as besoin pour attirer tes joueurs. C'est leur mettre plus 10 millions en plus pour un joueur qui de base évolue en première ligue. Ouais, il y a des salaires absolument, absolument délirants là-dedans. 12 millions Kim Min-jae que tu prends du Napoli. Ta concurrent sur le dossier, c'était quoi? C'était le Fenerbahçe, enfin, je sais pas. 9 millions Leimer, 8 millions Guerrero, 8 millions Nubel, même s'il est prêté. Non, il y a des salaires incohérents, il y a des salaires beaucoup, beaucoup trop hauts pour le rendement, pour ce que te donnent les joueurs à la fin sur le terrain. C'est pas normal, et c'est clairement pas normal. Une défense moyenne. J'ai pris le match contre Augsbourg, qui déjà, rien à voir avec la défense, mais commence par une action assez cocasse, parce que l'Eli a 70 millions, a le but vide, et ouais, tire tout au-dessus, enfin pas au-dessus, mais tire à côté. L'action, je pense, est à 1,40 d'XG peut-être. Et il rate ça, assez cocasse, mais rien à voir avec ce que j'ai envie de mettre en lumière. J'ai un gros doute sur la pérennité défensive, l'état, la santé de la défense du Bayern. On a parlé des joueurs en l'état, des forces vives, mais sur l'animation défensive, l'alignement aussi, j'ai des gros problèmes. Là, on le voit, c'est pas normal. C'est clairement pas normal un alignement comme ça. L'OM peut le faire, c'est pas non plus scandaleux même si on râle. Le Bayern Munich, qui est censé tout rafler, avec un big effectif qui est censé tout prendre, n'est pas censé défendre comme ça. Jonathan Tah laisse un espace monstre derrière lui. La passe va être trouvée et ça fait but derrière. Regardez bien en haut à gauche, on est à la 52e. 10 secondes plus tard, 52e 15, 52-5, 52-15, but en 10 secondes. Un espace ouvert par Jonathan Tah, but.
Augsbourg, pardon, à 3-0 remonte à 3-1. Et le match est relancé. Et derrière, 20 minutes plus tard, pareil. Grosse erreur cette fois-ci de son compagnon, Dayot Upamecano. Parce qu'il semble anodine. Dayot Upamecano se rate complètement. Rend le ballon à son adversaire. Sacha Boey. Le comportement de Sacha Boey sur le but. Un peu plus compliqué de vous montrer ça en image, mais qui tourne le dos à son adversaire, qui laisse un espace monstre. Jonathan Tah qui, au lieu de mettre le pied, a essayé de jouer la tête. Voilà, essayer de mettre tant bien que mal sa tête alors que c'est clairement un ballon à prendre à mi-hauteur au pied. C'est une action très très cocasse où tout le monde semble dépassé totalement. Et c'est Augsbourg à 3-1. Regardez le comportement de Sacha Boey. Bah du coup oui, il a tourné le dos et voilà où il est. Il y a un espace monstre. Augsbourg en marque là-dessus. Ça fait 3-2. Et c'est beaucoup trop facile. Alors, est-ce qu'il est l'homme de la situation? Est-ce qu'il peut régler ses soucis défensifs? Sûrement. Mais je me dis quand même que sans un apport qualitatif intrinsèque, brut, à cet effectif derrière, un véritable joueur défensif qui va te leader cette équipe, qui va emporter un Upamecano qui, on le sait, c'est un bon joueur, mais il a besoin d'un bon joueur aussi à ses côtés. C'est ce genre de joueur plutôt dépendant d'une bonne charnière. On le voit quand il est aligné avec Konaté, c'est monstrueux. Quand il est aligné avec Saliba, c'est très fort. Mais ouais, à côté d'un Tar, à côté d'un Kim Min-jae, d'un Ito, s'il est là, c'est de moins en moins bien. Et là, cette action, honnêtement, tout le monde est à blâmer. Même les ailiers qui ne font pas l'effort, qui sont bas. Gnabry n'est même pas là sur l'action. Ah si, c'est Gnabry, pardon. Je disais, Kane n'est même pas là. Enfin, il y a un problème défensif globalement. Et même dans l'animation, plus largement, là on prend des buts. Et c'est facile de s'arrêter sur les buts que tu prends. Mais il y a aussi les buts que tu prends pas, ce qu'on voit beaucoup moins. Il y a des moments marquants où on sent le Bayern dépasser. Et ouais, moi je pense que sans un apport qualitatif supplémentaire, défensivement, ça va être très très compliqué. Et il n'est pas venu cet apport. Tu as préféré mettre 90 millions sur Nicolas Jackson. Est-ce que tu en avais besoin à cette attaque qui, je trouve, est très cohérente sur le papier? On l'a vu. Pour le coup, le secteur offensif, il est plus que bon. Euh, bon. Luis Diaz, Moussiala quand il reviendra, Kane, Olise. Il y a le petit Lennart Karl aussi dont on n'a pas parlé, 17 ans, mais très bon. Défensivement, j'aurais largement préféré partir sans doublure à Kane et on va bricoler, mais rajouter une top pointure derrière, voire un top numéro 6 pour mieux protéger ta défense, parce que Leon Goretzka, c'est de moins en moins ça, on le voit aussi même sur les âges. Il y a un côté vieillissant à cette équipe, Neuer 39 ans est toujours là, n'est pas remplacé, et à lui aussi ses errements, donc je sais pas. Je sais pas vraiment où tout ça va. Je sais que ils gagneront la Bundesliga assez facilement. La Ligue des Champions, par contre, bon, ils ont un parcours relativement simple pour le coup. Paris, Benfica, Zagreb, Bratislava, Barça là-bas. Ok, on va se tester. Puis Shakhtar, Feyenoord, Aston Villa, ils doivent très clairement faire top 8. C'est l'objectif. Et tout autre résultat qu'un top 8 avec ce tirage serait un échec. On va voir, peut-être que je suis trop pessimiste, en tout cas, attention aux conséquences pour moi, au Bayern, il y a danger, et j'espère pour eux, parce que c'est une équipe que j'aime bien, j'espère pour eux que Vincent Kompany, leur coach, Harry Kane évidemment, et ce monstre qui est Michael Olise, trouveront la solution très très vite. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si elle vous a plu, on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse, à bientôt.